Je vais commencer par faire l'appel à Amalia Buriazo. Je suis présente. Eugène Vitek. Il est présent. Anne-Marie Grandjean. Présente. Joël Dugas. Présent. Christelle Seigneur est en route pour chez elle. Elle ne va pas tarder à arriver. On notera quand elle sera là. Didier Revenot, il va nous rejoindre. Valérie Benoît. Présente. Elle est présente dans la salle. Pascal Chabert. Présent. Chantal Imsand. Présente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. On t'entend bien? Et moi, je vous entends pas. Et là, je suis sur le compte. Je suis passé par Office 365 et je suis sur le compte de la mairie, quoi. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Là, je vais venir en mairie, hein, commencer sans moi. Ok, on est... Voilà. Donc, j'en étais à Philippe Journeau. Philippe? Présent. Merci. Corinne Cadelec-Laya. Présente. Jean-Marc Morlon. Présent. Irène Luesma. Pour l'instant, je ne la vois pas. Julien Bertin. Non plus. Valérie Pardessus est absente excusée. Elle a donné pouvoir à Anne-Marie Grandjean. Vincent Paulet, de même, absent excusé, pouvoir à Eugène Vitek. Patricia Magnetti. Présente. Jean-François Gomez. Présent. Édouard Sandlac, je ne le vois pas. Justin de Bayancourt. Présent. Rachida Ferra. Présente. Thierry Men. Vous avez des nouvelles, non? Et Céline Boutelouriva. Présente. Et je reviens à Christelle Seigneur. Oui, présente. Merci Bonsoir tout le Christelle. monde. Donc on a le quorum. On va pouvoir tenir ce conseil largement. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Merci Anne-Marie. Alors, la feuille d'émargement sera à disposition à l'accueil de la mairie pour les prochains jours pour que vous puissiez venir émarger comme on a fait précédemment lorsque le conseil s'est tenu en visioconférence. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre? Je n'en vois pas. Pour ma part, je voudrais aborder un sujet suite à ce conseil, et j'en profite pour le faire maintenant. C'est une information qui pourrait être importante pour la suite. En effet, à l'issue de ce conseil, lorsque la parole a été donnée au public, un certain nombre de questions ont été posées par le public, questions d'ailleurs tout à fait légitimes et pertinentes, sur la suite desquelles d'ailleurs je vais revenir dans quelques instants. Mais à l'avenir, pour nous permettre de répondre précisément et au plus proche de l'avancement des dossiers, les questions du public devront nous être adressées en mairie par mail ou par courrier au moins 5 jours à l'avance, comme cela se pratique dans beaucoup de communes. Selon la complexité des sujets, elle pourrait être limitée à 5. Donc voilà, comme ça permettra d'avoir des réponses claires et bien précises pour les personnes qui voudraient avoir des renseignements auprès du conseil municipal. Je vais revenir là donc sur certains sujets qui avaient été abordés lors de ce conseil pour vous donner quelques suites des actions engagées. Sur 2 sujets surtout, les sujets concernant les problèmes de circulation, notamment sur la rue des Bordes. Nous avons rencontré la vice-présidente du conseil départemental chargée de la voirie le 9 décembre. La réflexion a porté sur différentes pistes et entre autres l'installation de panneaux avec flash à tigerie pour indiquer l'interdiction aux poids lourds, parce que souvent les poids lourds qui sont arrêtés rue des Bordes disent qu'ils n'ont pas vu le panneau. La vice-présidente donc du conseil départemental a accédé à cette idée. Et puis la piste du déclassement éventuel de la route départementale 331, qui est donc la rue des Bordes sur Étiole, a été évoquée. Et les suites sont en attente suite à cette rencontre, on est en attente des suites qui seraient données. Nous avons aussi eu beaucoup de questions concernant l'aménagement du cœur village.
Donc le 13 décembre, une nouvelle réunion a rassemblé les riverains, les services de GPS ainsi que nos services et nos élus pour une étude spécifique de la place de l'église. Les remarques ont été entendues et par les services de l'agglomération. Donc le début des travaux est dorénavant prévu pour le dernier trimestre 2022 afin d'aboutir à un projet consensuel. J'en profite pour remercier tous les participants qui ont œuvré pour la réussite de cet important projet pour notre village. Voilà pour ce que je voulais dire au sujet des conseils municipaux. Je vais vous faire lecture des décisions prises depuis le dernier conseil. La décision numéro 22-2021 du 17 novembre 2021 qui avait pour objet de signer un contrat d'application mobile City Hall. Ce contrat prévoit un abonnement annuel, une maintenance corrective et évolutive. Le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an. Il sera reconduit tacitement pour 1 an et ce tous les ans, sauf dénonciation. Le tarif de vente est un abonnement annuel d'un montant de 864 € TTC. Décision numéro 23-2021 du 22 novembre. C'était la signature d'une convention de formation équipier de première intervention. La formation s'est déroulée le 4 décembre 2021 et le coût était de 500 € TTC. Décision numéro 24-2021 du 24 novembre 2021. Il s'agissait de signer la convention financement d'appel à projet pour un socle numérique pour les écoles élémentaires. Le montant maximum de subvention pouvant être alloué est de 3 403 € sur la base d'un montant global de dépenses prévisionnelles de 5 407 €. Les dates prévisionnelles de début et fin de déploiement sont respectivement fixées au 1er novembre 2021 et 30 juin 2022. Décision numéro 25-2021 du 2 décembre 2021 qui avait pour objet de signer un contrat de maintenance pour le logiciel État civil. Le contrat a pris effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an. Le contrat sera tacitement reconduit pour une période d'1 an, 2 fois maximum. Le montant annuel est fixé à 935,14 € TTC. Enfin, la décision numéro 26-2021 du 2 décembre 2021, elle avait pour objet de signer un contrat de maintenance pour le logiciel élection suffrage web. Le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an. Il sera tacitement reconduit pour une période d'1 an, 2 fois maximum, et son montant annuel est fixé à 312,64 € TTC. Je vais vous faire lecture maintenant de l'ordre du jour de ce conseil. Alors, il y aura la fixation des règles d'amortissement des biens dans le cadre de la nomenclature budgétaire et comptable M57, puis l'adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures, la création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité, la création d'emplois vacataires, la mise à disposition gracieuse d'un agent territorial auprès du CIPEJ, la fixation des participations des familles au séjour hiver 2022 pour les jeunes de 11 à 17 ans, et enfin l'approbation du plan d'aménagement forestier. Donc, on va passer au premier point, qui est la fixation des règles d'amortissement des biens dans le cadre de la nomenclature budgétaire et comptable M57, et je donne la parole à Joël. Merci. La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 implique de revoir le mode de gestion des amortissements. La ville d'Étiolles, par délibération du 14 décembre 2011, a fixé selon la méthode linéaire la durée d'amortissement. Par catégorie d'immobilisation d'une valeur de plus de 1 000 € et de tous les biens dont la valeur est inférieure à 1 000 €. Le passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57
nécessite la mise en place de la méthode d'amortissement au prorata temporis à partir du 1er janvier 2022. Concernant les durées d'amortissement, il est proposé de reconduire le tableau par catégorie qui vous a été transmis par mail il y a une semaine pour les biens supérieurs à 1 000 €. Donc, pour exemple, les véhicules légers, c'est une durée d'amortissement de 5 ans. Les frais d'études, c'est des amortissements prévus sur 3 ans. Voilà, le matériel de transport, c'est des durées sur 5 ans, etc. Je ne vais pas vous relister tout le tableau qui vous a été transmis. En ce qui concerne les biens de faible valeur, dont le montant est inférieur à 1 000 €, il est possible de maintenir à titre dérogatoire la méthode d'amortissement linéaire sans prorata temporis. Ces biens sont alors amortis une année uniquement, en fonction de l'exercice suivant leur acquisition. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la poursuite en linéaire des amortissements antérieurs au 1er janvier 2022, la mise en œuvre du régime de droit commun d'amortissement au prorata temporis pour les biens à compter du 1er janvier 2022, les durées d'amortissement des biens par catégorie représentées dans le tableau qui vous a été joint, et le maintien à titre dérogatoire des amortissements linéaires pour les biens de faible valeur, donc inférieurs à 1 000 €. Merci Joël. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Pardon? Personne ne pose de questions. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On va passer au point suivant qui est l'adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures et la parole reste à Joël. Le Centre intercommunal de gestion, le CIG, propose la mise en place d'un groupement de commandes pour accompagner les collectivités dans la transition numérique via la dématérialisation. L'adhésion à ce groupement doit permettre de dématérialiser donc les procédures de marché public, la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et la fourniture de certificats pour les signatures électroniques. Ce sont les 3 options que nous avons retenues. Se joindre à ce groupement de commandes présente de nombreux avantages, permettre l'obtention de tarifs préférentiels grâce à la mutualisation, bénéficier de frais de gestion mutualisés, 151 € la première année et 44 € les années suivantes. S'appuyer sur l'expertise et les compétences du CIG pour la réalisation de la procédure et de son suivi dans le respect de la réglementation relative au marché public. Concernant notre collectivité, nous vous proposons de séparer les lots 1, 2 et 4. Donc, comme je le disais précédemment, la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, la télétransmission des actes soumis au compte égalité et la fourniture de certificats de signature électronique. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes proposé par le centre de gestion, d'adhérer au groupement de commandes, d'autoriser Madame le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de décider de participer à la prochaine mise en concurrence des lots 1, 2 et 4, d'habiliter le coordinateur de groupement de commandes du CIG à attribuer, signer et notifier les marchés publics et ou accords cadres passés dans le cadre du groupement, d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions concernant les préparations, passations, exécutions et règlements des marchés et ou accords cadres à venir dans le marché de groupement, de décider que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de l'ensemble de ces procédures seront imputées sur les budgets des exercices correspondants. Voilà. Merci Joël.
Je salue l'arrivée d'Irène que je vois sur l'écran. Donc Irène nous a rejoint. Avant que je passe au vote, pour savoir, Irène, tu étais présente au précédent point ou pas encore? Ton micro, Irène. Pardon. Oui. Oui, bonjour. En fait, j'ai l'ordinateur qui dysfonctionne, donc là pour l'instant je suis sur le portable et je pense arriver à avoir quelque chose de mieux peut-être. Bon. Donc on te dit présente à partir de ce point-ci. Voilà. Ok. Donc merci Joël pour la présentation. Y a-t-il des questions sur le point que Joël vient de nous présenter? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. La parole est maintenant à Anne-Marie pour le point 5, création d'emplois non permanents pour l'accroissement saisonnier d'activité. Anne-Marie, la parole est à toi. Donc, merci. Donc, chaque année sont déterminés pour la commune les besoins en création d'emplois saisonniers. Pour mémoire, l'année dernière, nous avions créé les postes au club jeune, un poste d'animateur pendant les vacances scolaires de Pâques et d'automne et pendant les vacances scolaires de juillet et août, un poste à l'accueil de loisirs pendant les mêmes périodes et au centre technique municipal, création de 4 postes successifs par période de 15 jours pendant les mois de juillet et d'août. Cette année, en 2022, ce sont les mêmes besoins et donc ce seront les mêmes créations de postes saisonniers. C'est-à-dire, pour le club jeune, un poste à temps complet d'adjoint d'animation pendant toutes les périodes de petites vacances, à l'exception des vacances de Noël, et pour les périodes estivales du 20 juin au 29 juillet et du 22 au 31 août, l'accueil de loisirs, la création d'un poste à temps complet d'adjoint d'animation pendant les grandes vacances scolaires, c'est-à-dire l'ouverture, donc du 6 au 29 juillet, du 22 au 31 août 2022. Et pour le CTM, comme l'an dernier, création de 4 postes successifs d'adjoint technique à temps complet, 4 au 15 juillet, 18 au 29 juillet, 1er au 13 août, 15 au 26 août. En fait, ces 4 postes au CTM, ça permet à des jeunes étoilés notamment, qui cherchent un petit travail pendant les vacances d'été pour se faire un peu d'argent, donc de pouvoir être recrutés. Ça nous permet d'en prendre 4. Donc, à savoir que ces emplois sont rémunérés sur la base du premier échelon des grades d'adjoint d'animation ou d'adjoint technique, et à préciser évidemment qu'il va de soi que si à l'accueil de loisirs ou au club jeune, la fréquentation ne justifiait pas la création de ces postes ou l'embauche de jeunes pour retenir ces postes, évidemment, il n'y aurait pas la création de postes, oui, mais il n'y aurait pas d'embauche. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal de créer les emplois saisonniers pour les périodes référencées ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à procéder au recrutement des agents. Y a-t-il des questions? Apparemment pas. Tu as été très claire, Anne-Marie. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Tu gardes la parole, Anne-Marie. Je garde la parole pour la création d'emplois vacataires, puisque donc, vous savez qu'au service de la LSH, cueil de loisirs, il y a, quand il s'agit d'encadrement d'enfants, des normes à respecter. C'est-à-dire un animateur pour 10 enfants en maternelle et un animateur pour 14 enfants en élémentaire pendant le temps périscolaire, un animateur pour 8 enfants en maternelle et un animateur pour 12 enfants en élémentaire quand il s'agit des mercredis et pendant les vacances scolaires. Donc chaque année, les besoins sont identifiés et donc pour cette année, quelquefois il arrive que le mercredi et les vacances scolaires, quelquefois l'accueil de loisirs fait le plein et donc il y a une affluence d'enfants, donc il faut
il faut absolument donc embaucher des animateurs pour pallier ces difficultés pendant les vacances scolaires et pendant les mercredis. Et il y a une autre contrainte qui, en plus de l'encadrement, c'est donc toujours la fameuse crise sanitaire qui, avec les protocoles, l'application des protocoles, nous oblige à éviter au maximum le brassage des enfants, ce qui donc nécessite l'embauche d'animateurs supplémentaires. Donc en fait, face à ces deux contraintes, un taux d'encadrement à respecter et la mise en place des protocoles en période de crise, il nous faut donc créer des postes d'agents vacataires. Ces vacataires sont en fait embauchés pour des missions bien précises, pour un temps bien précis, ils sont payés à l'heure et donc pour une mission tout à fait particulière. Donc effectivement, ces vacataires ne seront, les 3 vacataires que l'on propose de recruter, ne seront embauchés que si l'affluence et les inscriptions à l'accueil de loisirs, le mercredi et les vacances scolaires, donc sont importantes et nécessitent l'embauche de ces jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je précise que ce sont des contrats qui sont rémunérés par heure d'encadrement, ce que je vous ai dit, et d'animation sur la base du SMIC horaire. Donc il est proposé de créer ces 3 postes d'adjoint d'animation vacataires les mercredis et les vacances scolaires et d'autoriser Madame le maire à procéder au recrutement. Merci Anne-Marie. Y a-t-il des questions sur ce point? On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Anne-Marie, encore toi. Je garde la parole. Oui. Pour la mise à disposition gracieuse d'un agent territorial auprès du CIPEJ. Donc, depuis de nombreuses années, comme vous le savez, les jeunes, on participe au séjour hiver que propose le syndicat intercommunal pour l'enfance et la jeunesse, donc le CIPEJ. Et à ce titre, nous mettons toujours à disposition des agents communaux à titre gracieux pour accompagner les enfants ou les jeunes étiolais lors de ce séjour. En 2022, 10 jeunes partiront pour un séjour du 26 février au 5 mars à Châtel, en Haute-Savoie. Et donc, dans le cadre de notre collaboration avec le CIPEJ, ce que je disais il y a un instant, pour l'organisation de ces séjours, nous allons mettre à disposition un animateur de notre ville. Et ce, à titre gracieux, puisqu'à titre, d'un point de vue statutaire, cette mise à disposition peut s'établir à titre gracieux de manière dérogatoire car nous sommes membres du CIPEJ. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser cette mise à disposition d'un agent auprès du CIPEJ et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tous les documents s'y afférents. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, il n'y en a pas. On va donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Alors, le point suivant est un point qui a trait justement à ce séjour hiver des jeunes avec le CIPEJ. C'était normalement à Didier Revenot de nous le présenter et d'après ce que nous avons compris, il est en chemin pour venir jusqu'à la mairie. Donc, si vous en êtes d'accord, je propose de passer au point 9 et si Christelle est prête, sur l'approbation du plan d'aménagement forestier, laissant peut-être à Didier le temps d'arriver en mairie. Alors oui, je suis prête. Ma caméra ne s'active pas, mais vous m'entendez bien? On t'entend bien. Parfait. Alors, le point 9 porte sur l'approbation du plan d'aménagement forestier. Nous avions déjà évoqué ce sujet. La ville a renoué le dialogue avec l'ONF, qui, de fait, est l'organisme qui doit gérer les bois communaux par décision préfectorale. Dans le précédent mandat, nous avions décidé de ne pas obéir à cette obligation parce que les préconisations et la méthode de travail de l'ONF ne nous paraissaient pas adaptées aux parcelles des bois communaux et qu'ils avaient une approche trop invasive, on va dire, pour faire court. Bref, nous avons retravaillé depuis 2020 avec l'ONF, les avons rencontrés à de nombreuses reprises, les élus et les services.
Et nous avons eu l'occasion de voir que leur approche a changé et qu'ils sont capables de s'adapter à notre demande particulière. En effet, les bois communaux des Tilleuls ont la particularité d'être plutôt des petites parcelles éparses et demandent un plan de gestion qui soit adapté à leur enfermement. Ils ne sont pas très faciles d'accès et on ne peut pas passer de gros engins, etc. Ils ne sont pas non plus particulièrement en très très bon état. On a des beaux arbres, mais aussi des bois dans un état général moyen. Et nous avions un certain nombre d'ambitions, notamment celle de refaire de ces bois communaux un véritable patrimoine partagé et dont profiteront les étiolais. Donc nous avons fait visite sur site et défini un certain nombre d'attentes à l'encontre de l'ONF qui se retrouvent effectivement écrits dans ce projet de plan d'aménagement forestier. Donc le document qui est en annexe est un document cadre qui, déjà je le précise, donne les grandes ambitions que je vais vous décrire, mais qui aussi sera accompagné chaque année d'un plan d'action annuel. Plan d'action que nous validerons au préalable avec eux, que nous vous présenterons, et le plan d'action fera l'objet aussi d'une évaluation. Ça veut dire qu'à tout moment, d'année en année, on peut adapter, réajuster, réactualiser, changer nos orientations, donner un coup d'accélérateur ou un coup de frein selon ce qu'il y a à faire autour, selon les contraintes, enfin, selon tous nos paramètres de l'année. Donc l'objectif de ce plan de gestion, c'est de maintenir la végétation forestière, de conserver le cadre naturel et de respecter l'usage des bois communaux. Bois communaux, comme je disais, que nous souhaitons rendre à la population, puisqu'aujourd'hui la plupart des bois communaux sont interdits les étudiants ne peuvent pas en profiter. Un plan de préservation des arbres remarquables, c'est-à-dire d'identifier les arbres remarquables, parce que nous en avons quelques-uns tout de même, et il y a un sens arbre remarquable, une cotation d'arbres remarquables par l'ONF, mais nous avons décidé que nous donnerons aussi la qualification d'arbres à conserver au sens des étiolets, en estampillant aussi des arbres que nous souhaitons préserver pour les générations futures. Une coupe des essences invasives, parce qu'évidemment l'ONF a fait un gros diagnostic, un gros état des lieux, et que dans les bois communaux, comme dans beaucoup de bois peu entretenus, il y a des espèces qui se développent trop bien et qu'il s'agit de contraindre par des coupes pour laisser d'autres espèces plus nobles, on va dire, et des espèces variées repeupler les bois. Un maintien d'entretien des espaces forestiers pour permettre l'accueil du public. Donc là, il s'agit surtout d'un travail de sécurisation, c'est-à-dire de couper les arbres dangereux, de faire des cheminements piétons et aussi de permettre un traitement de ce qu'on appelle les lisières, c'est-à-dire toutes les bordures en bord de propriété, en bord de route, etc., qui doivent être on va dire bien traité, bien entaillé pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité avec les riverains sur la route, dans une propriété privée, etc. Et une réhabilitation des sources et fabriques en maîtrisant le développement de la végétation à leurs abords. Alors je m'explique. Dans le bois des Coudrais, il y a un certain nombre de cours d'eau, des petits trajets d'eau, des résurgences de rues, mais aussi des trajets qui ont été aménagés lorsque c'était le parc de Madame de Pompadour, qui se voit encore, donc peu d'étiolets profitent puisque ces bois sont interdits à la circulation et que nous souhaiterions remettre en valeur. Et dans le bois des Coudrais, il y a également un grand bassin, il y a une cascade qui aujourd'hui ne sont pas très valorisées, pas très visibles et que nous souhaitons là aussi remettre en valeur, remettre en activité. Donc ça veut dire que dans le plan de gestion de l'ONF, il y aura aussi un regard sur ces trajectoires d'eau et pour faire en sorte que les arbres invasifs autour soient taillés, pour faire en sorte que ces cours d'eau ne soient pas abîmés lors des coupes, etc. Donc on préserve ça pour que nous puissions ensuite dans le projet remettre en valeur ces points d'eau et ces circulations d'eau. Donc ce plan de gestion d'aménagement forestier, il va couvrir la période 2022-2031. Donc vous voyez qu'on s'engage au-delà de notre mandat. C'est plus qu'un projet politique, c'est un projet environnemental pour Étiolles.
Comme je vous l'ai dit, il porte donc sur les 3 espaces des bois communaux, donc le trou rouge, le triangle du collège, le coudray donc entre la départementale et la résidence La Pompadour, et le parc aux Chênes, derrière le parc aux Chênes, cet espace boisé qui nous préserve de la francilienne. Les travaux d'aménagement comprendront un certain nombre de réalisations de chemins, mais aussi d'aires de stationnement pour le bois coupé et un certain nombre de différentes exploitations. Par exemple, il y aura des entreprises privées à qui on confiera certaines coupes et on pourra aussi se diriger vers l'affouage, c'est-à-dire le fait de confier à certains particuliers des parcelles pour qu'ils coupent et entretiennent. Voilà. Et il y aura effectivement des plans de dépôt, ça veut dire des points où le bois coupé sera stocké. Alors, les premières années, ça peut paraître un peu choquant parce que les coupes peuvent paraître un peu conséquentes au départ, mais il faut, pour bien entretenir, c'est un peu comme les cheveux, hein, je vais grossir le trait, mais pour bien entretenir, il faut couper régulièrement ses cheveux. Et ben, pour une forêt, c'est pareil, pour qu'elle soit en bonne santé, il faut couper. Et là, comme les bois communaux n'ont pas été entretenus depuis pas mal d'années, au départ, je pense que les premiers étiolés qui constateront qu'il y a une intervention seront surpris et penseront peut-être qu'on est un peu des ravageurs de bois communaux, alors que c'est pas le cas. Il faudra tailler pour laisser d'autres arbres grandir et replanter d'autres arbres. Alors normalement, un plan de gestion forestier, il est à l'équilibre, voire il est excédentaire par la vente de bois. Ce ne sera pas le cas en ce qui nous concerne, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas eu suffisamment d'entretien, il n'y a pas suffisamment d'arbres à couper pour de l'exploitation. Donc il sera déficitaire et c'est la commune qui engagera des dépenses, mais on estime que c'est de la responsabilité effectivement communale que de dépenser de l'argent pour mieux entretenir et pour mieux refaire les bois communaux pour l'avenir. Donc année par année, il nous faudra mettre un budget, alors qui pourrait être très différent d'une année sur l'autre, mais ce plan de gestion va nous engager pour les années à venir. Voilà. Je peux vous dire aussi que l'objectif, c'est de commencer effectivement les premières étapes par les lisières dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de couper un certain nombre d'arbres sur les bords des chemins, des routes, etc. Et le premier endroit que l'on souhaiterait commencer, c'est le bois des Coudrais, pour pouvoir effectivement travailler conjointement tout ce projet de remise en eau et que les étudiants puissent davantage profiter de ce bois-là. Voilà. Alors je ne sais pas si les membres du groupe de travail souhaitent rajouter quelque chose au cas où j'aurais oublié quelque chose dans mes explications. Apparemment, personne ne demande la parole. Tu as fait quelque chose de très précis, Christelle. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions plutôt de l'opposition, puisqu'effectivement, nous, on a déjà eu l'occasion de présenter ça, mais est-ce qu'il y aurait des questions sur ce projet de plan de gestion? Apparemment, non. Merci, Christelle. C'est Patricia. Oui, Patricia, vas-y. Oui, je voulais avoir une précision sur le nom des bois qui longent le golfe d'Étiole pour aller au niveau du parc de Sénart, sur les deux côtés de la route. Est-ce que c'est le trou rouge ou est-ce que c'est complètement autre chose? Alors, tu as raison, je vais préciser une petite chose. C'est le trou rouge. Le trou rouge, c'est le triangle qui, quand tu prends la route du collège, est sur la droite. Les bois qui sont sur la gauche, dont une partie est communale, ne sont pas dans ce plan de gestion, tout simplement parce que tout le travail a été fait avant le projet des carrières, avant qu'on sache les projets de rétrocession ou pas, d'organisation de ces parcelles ou pas. Et du coup, le plan d'aménagement pourra être amendé avec une ou deux parcelles supplémentaires qu'on souhaiterait intégrer là-dedans. Pour l'instant, effectivement, il n'y a que la partie à droite qui a été identifiée dans le plan d'aménagement. J'ajouterais qu'il y a encore quelques petites parties privées sur cette section-là. On en avait racheté dans la précédente mandature une partie, mais il reste encore des bandes privées qui appartiennent aux héritiers de Gouvion-Saint-Cyr.
Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Alors, nous saluons Didier qui nous a rejoint. Donc, si j'ai bien vu, tu as assisté de chez toi aux trois premiers points. Je n'avais pas de son. Donc mais tu nous entendais? Ah non, mais non. Alors, donc, je dois te demander, tu as étudié les points, bien sûr, très attentivement, comme tu les as reçus, comme tout le monde. Je dois te demander si tu approuves les points suivants, les points que nous avons présentés. La fixation des règles d'amortissement des biens dans le cadre de la nomenclature budgétaire, c'est oui. Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures, oui. Création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité, oui. Création d'emplois vacataires, oui. Oui aussi. Mise à disposition gracieuse d'un agent territorial auprès du CIPEJ, oui. Et celui-là, tu viens de le faire. Et maintenant, il te reste à présenter le tien, qui était de poids donc 8, on revient un petit peu en arrière, et la fixation, tu peux rester là, hein, tu sais, je pense que la caméra te capte. Parfait. La fixation de participation des familles au séjour hiver 2022 pour les jeunes. Tout à fait, donc un petit retour sur le séjour hiver donc organisé par le CIPEJ. Donc ce séjour est prévu pour 10 enfants. Hein. À ce jour, pour votre information, on a 13 enfants inscrits, donc on a été obligé de faire une liste d'attente. Et un organisateur, un directeur que doit fournir la collectivité. Donc à ce jour, nous fournissons donc les 10 enfants et le directeur. On a donc 10 places, ça je viens de le dire. Le séjour est un séjour à Châtel qui part du samedi 26 février au samedi 5 mars inclus, et qui est un séjour de ski qui comprend à la fois évidemment l'hébergement, la nourriture, les cours de ski et les transferts, bien évidemment, avec les assurances qui vont bien par rapport à toute la problématique actuelle de la crise sanitaire. Donc en ce qui concerne le CIPEJ, on a donc une facturation, comme vous l'avez vu sur la délite, de 710 €, auquel il nous convient d'ajouter ce que nous coûte la commune, c'est-à-dire la fourniture du directeur et son remplacement sur la structure, ce qui amène à 810 € par jeune le prix de revient du séjour. Donc sur ces 810 €, pour vous donner un ordre d'idée un petit peu plus précis, pour les familles aux revenus les moins élevés, ça revient à 243 €, et pour les gens qui payent le maximum, les familles qui payent le maximum, ça sera 567 €. Voilà, donc à savoir que l'an dernier, nous n'avons pas fait de séjour et que l'année d'avant, le coût était légèrement plus élevé. Donc on est sur un coût inférieur au séjour d'il y a 2 ans. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser. A priori, non. Donc, il n'y a pas de questions. On va passer... Ah, si, une question. Céline, je t'en prie. Oui, bonsoir Didier. Lors de la commission enfants-jeunesse qui a eu lieu, effectivement, tu nous avais parlé qu'il y avait donc des enfants qui étaient sur liste d'attente. À ce moment-là, tu avais spécifié que la priorité serait donnée aux enfants qui n'étaient pas encore partis. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui ont été mis en place pour sélectionner les enfants qui ont été choisis sur la liste principale, ou il n'y a pas eu besoin, ou comment ça s'est passé? Merci. Ok, donc effectivement, complément d'information par rapport à ce qu'on a évoqué en commission donc lundi dernier. Le hasard faisant bien les choses, on avait 11 enfants qui n'étaient jamais partis en séjour, donc on était un petit peu entre guillemets coincés pour un, et on était prêt à faire appel aux autres critères, et on a eu un désistement, ce qui fait que ça nous ramène donc à 10 enfants, et 10 enfants qui ne sont jamais partis, les 3 étant sur liste d'attente, puisqu'avec le protocole sanitaire imposé et le risque, il est probable que d'ici février, il puisse avoir une place. Les 3 sont déjà des enfants qui sont déjà partis.
Donc, en conclusion, les 10 qui partent ne sont jamais partis en séjour, et c'était notre critère numéro 1, comme je l'avais évoqué à la commission, par souci d'équité. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Je vais maintenant prendre la parole moi-même pour vous donner quelques informations. Une information d'abord qui concerne directement le conseil municipal et qui a trait aux délégations d'un adjoint. Lors du conseil municipal du 27 mai 2020 a eu lieu l'élection des 6 adjoints. J'avais alors chargé Joël Dugas, 3e adjoint, de s'occuper de la délégation suivante, finances, marché public, numérique et urbanisme réglementaire. Je vous informe que dorénavant, Joël Dugas sera en charge des finances, des marchés publics, du numérique et de l'habitat, l'urbanisme réglementaire étant assuré par Philippe Journeau, conseiller délégué. Voilà pour ce petit point d'information. D'autres d'informations de travaux, vous avez peut-être noté si vous allez jusqu'à l'école qu'il y a eu un déplacement de passage piéton rue du Vieux Chemin de Paris. Il s'agissait d'améliorer la sécurité du cheminement depuis le trottoir de la rue de Paris vers le chemin de Guillory. Le passage piéton aux normes d'accessibilité a été créé en aval de l'accès du chemin de Guillory par les services de l'agglomération. Le passage piéton précédemment utilisé est supprimé et les travaux se sont déroulés dans la semaine du 17 au 21 janvier 2022. Sur le plan environnement, une battue au sanglier sera réalisée à la demande du conseil départemental. C'est la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France qui l'organisera et il aura lieu le 28 janvier 2022 de 9h à 12h au sein du domaine des Auldres, compte tenu de la présence des sangliers sur le site. La forêt de Sénart, Christelle nous parlait de reboisement et de traitement de nos petits bois. Là, il s'agit de la forêt. L'ONF va reboiser des parcelles qui ont été détruites. Il y a eu un feu très important qui a brûlé 57 hectares de végétation en octobre 2018. C'était le plus grand feu de forêt de ces dernières années en Île-de-France. Début décembre, l'ONF a procédé à la plantation de 38 700 plants. Ce sont des essences variées en portant son choix sur des espèces d'arbres différentes qui préparent la forêt contre le changement climatique. Alors il y a des alisiers, des chênes pubescents, des cormiers, des pins lariciaux, des poiriers, des pommiers et des pins maritimes. Le chantier avait ouvert ses portes au public le 15 décembre 2021. Sur le plan des transports, une petite nouvelle intéressante pour notre RERD. Il y a eu un comité de ligne qui s'est réuni le 30 novembre 2021 et il a acté le principe d'une étude en vue d'une phase de test pour remettre des trains omnibus sans changement entre Malesherbes et Juvisy-sur-Orge, c'est-à-dire sans changement à Corbeil, puisque pour l'instant il change à Corbeil. Et à terme, cela pourrait aboutir à une liaison directe entre Juvisy et Paris, c'est-à-dire que ça irait de Malesherbes à Juvisy en omnibus, puis direct Juvisy-Paris, et ça créera la future et très attendue ligne S que les associations d'usagers appellent de leur vœu. Cette décision d'étude s'inscrit dans le cadre d'une démarche concertée de revoyure du schéma directeur de RERD qui est mené par Île-de-France Mobilité en lien avec Transilien SNCF, SNCF Réseau, ainsi que des élus et des associations d'usagers. Elle fera l'objet d'ateliers de travail à partir de février et les discussions continuent donc sur une bonne voie. Des petites informations sur les manifestations passées. Mardi 23 novembre, il y a eu un concert ethnophonique. Est-ce que Valérie, tu voudrais en parler? Tu y étais? Oui, c'était une première de la mini-saison culturelle qu'on a initiée cette année en partenariat avec le théâtre, la scène nationale d'Évry-Courcouronnes et Robert Desnos. C'était un concert gratuit
Ethnophonie, c'est une démarche qui existe depuis un petit moment, qui réunit des musiciens de différents pays qui, pour une semaine, se retrouvent et échangent autour de musique traditionnelle. Donc, on a eu un concert qui a réuni à peu près, je dirais, une quarantaine de personnes. Voilà, il y aura d'autres dates à venir. On fait le point avec le théâtre dans la semaine, là, pour, en fonction de la crise sanitaire, effectivement, on a d'autres dates à caler. Très bien, merci. Le lendemain, c'était le 23 novembre, ça, je ne sais pas si j'ai dit quelle date c'était. Le lendemain, le 24 novembre, il y a eu une information sur la thermographie ici en salle du Conseil. Est-ce qu'un autre élu voudrait en parler? Christelle, c'était toi? Oui, on avait demandé à l'ALEC, l'Agence locale pour l'énergie et le climat, qui est à Évry, de venir. On a déjà commencé à travailler avec eux. Ils nous ont fait un certain nombre de pré-diagnostics sur les équipements publics. Et là, dans le cadre de leur lutte contre les déperditions d'énergie, en fait, ils nous ont fait une information à tous les étoilés qui voulaient. Il y avait 15 places, on était une dizaine. L'objectif, c'était d'expliquer l'usage et l'intérêt d'une caméra thermique. Ensuite, on est allé voir les maisons des différents participants. On est allé voir 4-5 maisons. Et les personnes présentes qui n'ont pas pu prendre la caméra peuvent la prendre à titre gratuit contre caution directement. En fait, il faut, pour utiliser une caméra thermique, bon, il faut avoir fait une formation, mais un quart d'heure, hein, pas besoin d'avoir fait une formation de caméraman. Mais l'idée, c'est qu'on peut, grâce à ça, vérifier les points de déperdition sur sa maison ou son appartement. Donc il faut le faire plutôt l'hiver, plutôt à la période où les journées sont les plus courtes, parce qu'il faut qu'il fasse noir, et il faut qu'on utilise le chauffage, les systèmes de chauffage. Et du coup, on pointe la caméra et on voit très très bien s'il y a des déperditions normales dues à une VMC ou si sa maison est une vraie passoire thermique. Et donc en sortant de ça, en fait, on retourne à l'ALEC, on leur donne la caméra, ils vous sortent une petite analyse et vous savez ce qu'il faut commencer par faire comme isolation de votre maison. Voilà. Très bien, merci. Autres événements qui se sont passés, là peut-être Anne-Marie si tu veux en parler, puisqu'il s'agit du repas des seniors qui a eu lieu le 27 novembre. Ah oui, alors là, nous, on était très contents de l'avoir fait parce que tout le monde nous disait, ah oui, c'est tôt. En fait, on est toujours un petit peu coincé par les dates puisqu'on a aussi un week-end où on a le Téléthon et un autre week-end où on a le marché de Noël. Donc, on s'était décidé pour la date du 27 novembre, même si c'était un peu tôt. Et on faisait Noël avant l'heure avec les seniors. Mais en fait, on était très contents parce que toutes les autres communes qui l'avaient prévu en décembre, voire janvier, ont dû l'annuler à cause de la crise sanitaire. Donc c'était très bien, on a eu 100 personnes finalement ce jour-là, quelques désistements de gens malades, mais très peu, et ça s'est super bien passé. Il y avait en plus cette année, pour la première fois, une photobox, un Père Noël, enfin bon, tout était parfait. Voilà, et tout le monde était très très content. C'est vrai, j'en suis témoin. Et puis, il y a eu le 7 décembre, pour ceux qui n'avaient pas choisi d'aller au repas, une distribution de colis de Noël aussi. Oui, alors là, ça s'est échelonné un petit peu. D'habitude, les gens viennent parce qu'on les accueille avec café et petite viennoiserie. C'est quand même plus sympa que de venir chercher son colis et d'être coché sur une liste là, derrière le comptoir de la mairie. Donc, les gens en profitent pour venir discuter un petit peu. Cette année, est-ce que c'était l'effet Covid ou pas? Les gens se sont déplacés ce jour-là, le jour qui était prévu où ils étaient invités, mais sont venus. Il faut dire qu'il y avait énormément de colis à distribuer, des gens qui ont pu oublier ou qui craignaient un petit peu l'effet Covid, effectivement. Donc, mais ça s'est bien passé aussi, mais beaucoup plus échelonné dans le temps, en fait. Mais on a réussi à tout distribuer, donc c'était parfait. Voilà. Merci Anne-Marie. Et bien après les autres événements passés que j'ai à relater, enfin que peut-être d'autres vont relater pour moi, j'ai le samedi 11 décembre, journée Étiole Fête Noël. Christelle, est-ce que tu voudrais nous dire comment ça s'est bien passé?
Eh ben, ça s'est bien passé, comme tu l'as dit. Oui. Mais t'as oublié le Téléthon? Ah bah il n'était pas sur ma liste. Oui, effectivement, je me disais en regardant Étiole Fête Noël qu'il y avait le Téléthon avant. Alors je te laisse en parler de ces deux événements. En quelques mots, le Téléthon s'est très bien passé avec des animations, toujours sous la houlette du club de marcheurs nos randonneurs, avec Louis Christini comme président, toujours aussi investi pour cette journée. Alors, ce qui est un peu triste, c'est qu'on n'a pas pu, évidemment, une fois de plus, aller au Généton, profiter de la visite, ce qu'on fait traditionnellement, c'est-à-dire qu'on va remettre le chèque généralement au Généton. Et on n'a pas fait toutes les animations qu'on aurait voulu, puisqu'on avait loué un mur d'escalade enfants-adultes pour faire un peu d'animation, et que la météo n'a pas permis de monter le mur. En fait, il a été monté et il a dû être démonté parce que les cordes étaient trop miniques, c'était dangereux. Mais dans la joie et la bonne humeur, il y a eu des marches, il y a eu des activités au tennis, et il y a eu un repas avec animation chantante de notre chanteuse locale Cassandre. Voilà, donc une belle journée, ce Téléthon, une belle réussite, même si on n'a pas pu faire toutes les animations qu'on veut, mais en même temps, à cette période de l'année, il y a toujours un risque lambda avec la météo, avec les activités extérieures. Mais une belle édition 2022. Et donc le marché de Noël, eh bien oui, nouvelle formule, retour sur la place du 8 mai, ce qui n'était pas arrivé depuis 2013, mais complètement revu. L'idée du comité d'animation, c'était d'aller plus vers un marché de Noël de producteurs locaux que de faire un marché de Noël un peu plus commerçant. Voilà, donc moins de producteurs mais des locaux, une formule plus intimiste mais tout aussi visitée, et avec des animations variées tout au long de l'année. Donc la mairie, nous on a fait le choix de s'associer au comité comme d'habitude et de prendre en charge un gros escape game dans la mairie. Donc il y a une centaine d'étiolés qui en ont profité. Il y a eu des contes à l'église. Et grande nouveauté aussi, un petit train qui s'est baladé aussi dans le village. Voilà, donc une nouvelle formule, mais tout aussi réussie, tout aussi chaleureuse et plébiscitée par les étiolés, parce que ma foi, il y a eu du monde tout au long de la journée. Merci Christelle. Eh bien, si vous avez envie de voir quelques photos de ces événements proches et des plus loin dans l'année, je vous invite à regarder sur le site d'Étiole et sur le Facebook d'Étiole le grand diaporama des événements de l'année, avec en plus les vœux que je vous transmets comme ça, puisqu'on ne peut pas se réunir pour des vœux classiques. Dans des événements à venir, je cite le dimanche 6 février un troc aux graines qui est proposé par les jardiniers d'Étiole et des alentours à la Maison des Arts Martiaux. Le samedi 12 février, une journée à la préhistoire sur le site archéologique d'Étiole avec le département de l'Essonne. Il y a à la fois une visite sur place, notamment de l'orangerie, et un repas tiré du sac. Et il est proposé, donc sur réservation et inscription obligatoire, un déplacement jusqu'au musée de Nemours, où il se trouve notre beau galet d'Étiole. Et ce sera l'occasion d'aller le voir. Le séjour hiver dont on a parlé tout à l'heure, des 11-17 ans, se passera donc du 26 février au 5 mars à Châtel, en Haute-Savoie. Courant mars, la date n'est pas encore fixée, il y aura la journée de la femme. Et je vais jusqu'au dimanche 3 avril pour une fête des lapins, c'est ainsi qu'elle est nommée, organisée par le comité d'animation. Je vous laisse deviner ce que ces lapins vont apporter. Voilà pour les événements à venir. Le prochain conseil municipal se tiendra le 11 avril 2022 à 19h et ici, en salle du conseil, nous l'espérons bien et nous y croyons fort. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.